Merci d'être au rendez-vous d'Économie Le Max sur i24 News. Au programme aujourd'hui, une dispute entre géants en eau trouble. C'est autour de la mer de Chine que les tensions entre Chinois et Américains s'expriment, se cristallisent. Zone riche en hydrocarbures, inquiétant, d'autant que cela s'accompagne d'importants déploiements militaires. Alors le risque d'un conflit majeur existe-t-il? On ouvre le dossier dans un instant. Et puis nous irons prendre des nouvelles de l'économie népalaise. Un mois après le double séisme puissant, le pays commence à peine à panser ses plaies. Quel avenir pour l'industrie du tourisme? Source numéro 1 de devises pour un pays toujours pauvre. Élément de réponse en seconde partie d'édition. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. L'actu écho avant tout cela, marqué évidemment, on y revient brièvement, par ce coup de théâtre hier en fin de journée à la FIFA, la démission de Sepp Blatter, qui en était le président depuis 17 ans. Et d'après la chaîne américaine ABC News, le Suisse serait dans le collimateur du FBI pour les faits de corruption et de pots de vin qui ont conduit la semaine dernière, on s'en souvient, aux arrestations de cadres de la FIFA. Et face à l'ampleur que prend le scandale, les voix se font de plus en plus nombreuses dans le monde du football pour exiger de vrais changements. La FIFA a besoin de réformes massives. D'abord une réforme financière et de la responsabilité financière, chose qui n'a jamais existé. Il faut quelqu'un qui aille là-bas, qui sache combien d'argent sort, où il est dépensé en détail. Et c'est valable pour l'ensemble de la gouvernance du sport. L'économie mondiale est à la peine et l'OCDE s'en inquiète. Ce mercredi, l'Organisation de coopération et de développement économique a pointé dans son rapport sur les perspectives économiques la mollesse de la reprise. Elle abaisse nettement, vous le voyez, ses prévisions de croissance, plus 3,1% pour le pays émergent de cette année, contre 4 annoncés en mars dernier, 3,8 attendus pour 2016. Déception notamment aux États-Unis et en Chine au premier trimestre. Et pour l'Europe, l'institution écarte le risque d'une déflation. À noter que pour la France, l'OCDE table sur une légère inversion de la courbe du chômage d'ici la fin de l'année. Et justement, en attendant, aucun signe encourageant en France sur le front de l'emploi. Le chômage est au plus haut et ce n'est pas Areva qui changera la donne. Son plan d'économie va faire disparaître des milliers d'emplois dans le monde, dont 3 à 4 000 dans l'Hexagone. Les syndicats du géant du nucléaire ont lancé hier un appel à la grève. Le site de Bessines tournait hier au ralenti. L'enjeu qui est derrière aujourd'hui, c'est l'énergie et c'est le coût de l'énergie pour les Français. Et il faudra que dans les années qui viennent, les Français prennent conscience que le coût de l'énergie peut augmenter et que l'énergie nucléaire aujourd'hui en France fait vivre de nombreux salariés, 50 000 personnes aujourd'hui pour Areva. Un détour par l'Afrique de l'Ouest et des nouvelles du Nigeria. Malgré la fin de la grève la semaine dernière des fournisseurs de carburant, les longues files d'attente n'ont pas disparu dans les stations d'essence. La première économie du continent, qui extrait 2 millions de barils de pétrole par jour, doit importer son carburant, et oui, par manque de raffinerie. Cette essence est en principe subventionnée par l'État, mais la chute des cours et donc des revenus du pays a modifié la donne. La pénurie de carburant est telle qu'avant même que nos marchandises arrivent ici, elles sont chères, car le transport jusqu'au marché est hors de prix. Donc nous achetons et vendons au-dessus des tarifs normaux. Les gens se plaignent et nous avons moins de clients. Les Nigérians qui attendent beaucoup de leur nouveau président Buhari. Et puis en Amérique du Sud, la Colombie espère entraîner un mouvement mondial pour améliorer la lutte contre le trafic de stupéfiants. 300 à 500 tonnes de cocaïne sont produites chaque année dans ce pays. Présent à l'ouverture du sommet mondial de la drogue, le président Santos veut trouver des solutions de long terme. Nous voulons une stratégie de substitution efficace à la culture de drogue. Reconnaissons que nous n'en avons jamais vraiment eu une. Il faut offrir un produit de remplacement aux agriculteurs qui cessent de cultiver la coca, en garantissant une vie meilleure aux communautés, avec une présence plus visible de l'État. On s'intéresse à la Grèce. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, rencontre ce soir le chef du gouvernement grec, Alexis Tsipras. Le but est bien sûr de trouver un accord pour débloquer 7 milliards d'euros de prêts. Et les créanciers d'Athènes semblent unis pour ne rien céder. Alors qu'en pense la population? On écoute. Je ne pense pas qu'il y aura un accord parce qu'on se moque des Européens. Et il en résulte que les Européens se moquent de nous en faisant pression. Je ne suis pas très optimiste, mais je pense qu'en fin de compte, une solution sera trouvée. Mais une qui ne sera pas bonne et qui traumatisera le pays. Cela signifie qu'un problème culturel va commencer. Un problème culturel qui partira de la Grèce et se diffusera dans toute l'Europe. Des avis partagés. En ligne avec nous, Ben Amoyal, gérant de portefeuille chez Premia Capital. Bonjour Ben, il est question de la survie financière du pays. Faillite, Grexit, à quoi faut-il s'attendre d'après vous?
Écoutez, moi, pour l'instant, je suis un peu dubitatif parce que je vois que de tous les côtés, les gestes de bonne volonté commencent à arriver. On a plusieurs dirigeants européens qui disent que la Grèce a fait a fait des propositions crédibles. Je pense qu'il va y avoir un accord. Vous savez, vous me connaissez, je suis quand même quelqu'un d'assez optimiste. Alors, est-ce qu'il va être bon pour les Grecs ou bon pour l'Europe? Je pense que là, on est vraiment à 50-50. Et de toutes les façons, on n'a pas le choix. Il doit y avoir un accord et il y aura un accord. Donc vous ne croyez pas à une sortie de la Grèce de la zone euro, en tout cas dans l'immédiat? Non, pas du tout. Avant qu'il y ait une sortie de la Grèce de la zone euro, il va falloir que vraiment la Grèce fasse un défaut de paiement. Elle a jusqu'à fin juin encore en termes de liquidité pour pouvoir y arriver. Vous savez, ça ferait plaisir à personne qu'il y ait un défaut de paiement et ça ouvrirait une brèche. Donc tout le monde va mettre ses a priori de côté et essayer de trouver un accord parce que c'est la meilleure solution pour tout le monde. Merci Ben Amoyal pour ces précisions. Merci à vous. C'est donc autour de la mer de Chine qu'on peut observer ces derniers temps une dangereuse montée de tension. La zone est revendiquée en totalité ou en partie par la Chine, Taïwan, les Philippines, le Vietnam ou même Brunei. Et par-dessus tout, les États-Unis se posent en garant des lois maritimes. Alors quels sont les enjeux? Ils sont nombreux, stratégiques et bien sûr économiques avec d'immenses réserves potentielles de pétrole. C'est notre dossier, il est signé Anthony Lesme. La mer de Chine au centre d'un bras de fer entre Washington et Pékin. Au cœur de la dispute, les ressources en hydrocarbures et la sécurisation des importations pétrolières. Les États-Unis reprochent à la Chine de s'être installée sur des îles disputées par d'autres nations, notamment le Vietnam, la Malaisie ou encore les Philippines. Mais le géant asiatique a répondu qu'il agissait dans son périmètre de souveraineté. Certaines personnes ont volontairement et de manière répétée matraqué ces sujets. Leur but est de discréditer l'armée chinoise et de surjouer une hausse des tensions régionales. Nous ne minimisons pas tout ça, mais la cause est peut-être que certains pays cherchent des excuses pour mener à bien certaines actions dans le futur. Si la pression est montée d'un cran, c'est surtout parce que le potentiel pétrolier de ces îles est énorme selon Pékin. Entre 17 et 50 milliards de tonnes, soit des décennies de consommation pour l'empire du milieu. D'autre part, la Chine veut renforcer sa position stratégique en sécurisant le passage de ses importations en hydrocarbures, des barils qui viennent à 70% du Moyen-Orient ou d'Afrique. Pour l'heure, les États-Unis et ses 10 porte-avions contrôlent la route maritime. Barack Obama, qui soutient les revendications du Vietnam ou encore des Philippines, refuse la politique du fait accompli et plaide pour une solution diplomatique. Nous pensons que toute récupération des sols, toute action agressive de qui que ce soit dans ce domaine sont contre-productives. Et nous allons continuer en tant que puissance d'Asie-Pacifique de soutenir tous les pays qui sont prêts à travailler avec nous pour établir et appliquer des normes et des règles qui peuvent faire perdurer la croissance et la prospérité dans la région. Alors que le Vietnam et la Malaisie construisent eux aussi à une moindre échelle des îles artificielles en mer de Chine, le Japon milite pour un code de bonne conduite. Je souhaite que la Chine et tous les acteurs concernés sauront se comporter d'une manière responsable, grâce par exemple à un nouveau code de conduite adapté à la mer de Chine. Celui-ci devrait être élaboré et pas seulement discuté, mais réalisé dès que possible. Pour l'heure, aucune médiation n'a encore fonctionné. Le conflit risque donc de durer. La Chine exploite déjà une première plateforme offshore à seulement 120 miles des côtes vietnamiennes et construit son second porte-avions. Les trois plus grosses puissances concernées. Alors on va tenter de comprendre en quoi la mer de Chine est indispensable aujourd'hui stratégiquement et économiquement à l'affirmation de Pékin comme grande puissance. Michael Gaba est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous, vous êtes économiste. Un mot d'abord pour placer un petit peu le contexte des revendications politiques. Elles concernent surtout les îles Spratly, un petit archipel. Grosse présence militaire, ça fait longtemps que c'est une zone de tension. C'est une zone de tension, mais c'est surtout pour la Chine un moyen de se projeter. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les puissances mondiales, quand elles veulent au niveau stratégique garder leur hégémonie, il faut qu'elles soient capables de se projeter au-delà de leur territoire. Les États-Unis le font très bien, ils ont 17 porte-avions. C'est envoyer des armées entières à travers le monde entier. La Chine aujourd'hui vient à peine de mettre à l'eau son premier porte-avions. Elle a besoin de se projeter. Ces voies maritimes sont extrêmement importantes à la fois pour elle au niveau de son propre transport, mais aussi en termes de rayonnement géopolitique. Et donc, elle crée en fait des espèces de porte-avions qui sont déstables. Elle crée des îles et des îlots. Après, il faut s'affirmer et elle essaye, à la manière chinoise, toujours un petit peu agressive,
de s'affirmer dans la région, de venir un petit peu au clash, mais de tester les Américains jusqu'au bout. Alors zone clé, alors l'enjeu qui nous intéresse, bien sûr, c'est celui de l'économie, du commerce. 90%, on l'a vu, du commerce extérieur de la Chine qui transite par cette mer. Pékin a vraiment besoin de s'y affirmer. Est-ce que les lois maritimes, ça ne suffit pas finalement? Alors encore une fois, c'est pas les lois maritimes, c'est la garantie américaine. Aujourd'hui, le calme dans les océans est un petit peu garanti par les Américains. On a vu le nombre de porte-avions, etc. Tous les pays de la région sont assez contents de cette situation. Et le ralentissement chinois, ça peut expliquer aussi la nervosité un petit peu militaire dans la région? Non, je pense qu'on est dans un aboutissement à long terme de la Chine. La Chine ne veut pas juste être une puissance économique, elle veut être une puissance à la fois... Elle comprend que économiquement, pour continuer à croître, quelque chose qui fait la grande force des États-Unis, c'est aussi leur force politique dans le monde entier, leur rayonnement. Les gens sont dépendants d'eux pour assurer leur propre sécurité. La Chine veut remplacer clairement les Américains à ce niveau-là, et surtout augmenter son influence dans sa propre région. Alors on en vient à l'enjeu du pétrole, forcément les estimations, on a vu, elles sont plutôt floues, elles sont incertaines. On sait qu'il y a un fort potentiel, c'est ce qui motive aussi d'après vous la Chine aujourd'hui. Avant tout peut-être aussi. Non, moi je pense que c'est plus le prétexte pour les Chinois, c'est de montrer on a un intérêt économique dans cette histoire. Donc là c'est secondaire. C'est secondaire, c'est mis en avant parce que c'est plus facile de dire voilà, nous on veut venir ici pour le pétrole, et pas raconter les véritables enjeux qui sont des enjeux plutôt d'impérialisme et d'expansionnisme en termes de politique par rapport aux États-Unis. Que la demande chinoise en pétrole qui va toujours plus grande, est-ce que ça rend pas un petit peu... c'est une fragilité cette dépendance à l'extérieur? C'est toujours, mais encore une fois, on voit de plus en plus de gisements, on a vu par rapport à Israël les découvertes de gaz, on trouve le gaz de schiste aux États-Unis, etc. La pénurie de pétrole est moins importante qu'on le croit, et je pense que c'est plus une question de géostratégie qu'une question de ressources pétrolières. La Russie aussi qui est derrière pour le pétrole. Merci beaucoup Michael Gabaye pour ces précisions. On se tourne vers le Népal, un mois après le dramatique séisme qui a coûté la vie à plus de 8000 personnes. On rappelle qu'on parle de l'un des pays les plus pauvres du monde. L'aide internationale est vitale, tout comme les revenus du tourisme. 800 000 visiteurs étrangers l'an dernier, attirés par l'Himalaya. Une chose est sûre, il sera difficile, au moins cette année, d'échapper à la chute des recettes. La reconstruction s'annonce lente, comme nous l'explique Johanna Citruc. Plus d'un mois s'est écoulé depuis la catastrophe. 2 puissants tremblements de terre au Népal qui ont coûté la vie à plus de 8500 personnes. Le pays dévasté tente aujourd'hui de se reconstruire. Une étape qui s'annonce longue et compliquée. L'industrie du tourisme a été durement touchée, donc c'est vraiment difficile. Parce que les visiteurs étrangers représentent une véritable source de revenus ici. Le tourisme a un vrai potentiel au Népal. Le tourisme est l'un des secteurs clés de l'économie népalaise, notamment grâce à l'Himalaya et l'Everest, la plus haute montagne du monde. Chaque alpiniste doit payer 11 000 $ pour pouvoir la gravir. En 2014, plus de 800 000 visiteurs étrangers ont succombé au charme du Népal, avec à la clé 20 millions de dollars de revenus, soit 4% du PIB du pays. Mais à présent, la peur et les nombreux sites touristiques détruits découragent les voyageurs. Jusque-là, nous ne disposons pas d'informations de nos agents, mais je pense qu'ils vont annuler leur voyage. Peut-être parce qu'une grande partie de notre région, de nombreux monuments ont été détruits. La zone de randonnée est également affectée par le tremblement de terre, donc je pense que dans un futur proche, nous allons voir beaucoup d'annulations. Si l'aide internationale continue de s'organiser pour reconstruire le pays, les fonds récoltés sont toujours insuffisants. Selon le Premier ministre, le Népal a besoin de 2 milliards de dollars. Aide essentielle pour ce pays qui abrite 8 des 10 plus hauts sommets de la planète. C'est l'heure du Media Watch. Et à la une de la revue de presse, travailler plus pour pas forcément gagner plus. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors certains donnent beaucoup d'eux-mêmes, mais pas toujours pour le gain financier. Oui, c'est un article de Quartz qui relaye une étude néerlandaise menée pendant 10 ans sur les salariés de sexe masculin. Résultat, si certains travaillent beaucoup, c'est pas toujours pour gagner plus d'argent, mais pour faire comme leurs collègues. Alors derrière cette conclusion se cachent 3 explications différentes. La première, c'est que les salariés se sentent souvent plus productifs en groupe, donc ils calquent leur planning sur celui de leurs collègues pour ne pas se retrouver seuls. Deuxièmement, les salariés, comme la plupart des êtres humains, veulent être dans la norme, donc travailler comme les autres, ni plus ni moins. Et troisième raison, c'est la réputation. Les salariés qui travaillent plus sont généralement mieux vus que les autres. On a 1001 raisons de travailler beaucoup et pourtant, Johanna, tout cela est sans importance pendant Roland-Garros. Oui, Roland-Garros, c'est un vrai bonheur pour les spectateurs, mais un calvaire pour les entreprises. Pourquoi ? Parce que pendant 2 semaines, les salariés sont plus intéressés par la compétition de tennis que par leur travail, d'autant plus que tous les matchs sont
sont diffusés pendant les heures de bureau, dans l'après-midi, à la télé, mais aussi sur Internet, ce qui impacte évidemment la productivité des employés et le bon fonctionnement du réseau qui risque de saturer à cause de la vidéo HD qui consomme énormément de bande passante. Alors pour faire face à ce problème, eh bien, de plus en plus de compagnies utilisent des logiciels informatiques de filtrage de contenu Internet pour bloquer certains sites. Et bien quant aux autres, elles n'ont qu'à faire preuve d'un petit peu de patience, encore un petit peu en tout cas, puisque la finale c'est dimanche. En tout cas un tournoi qui fait toujours recette, enfin ça dépend pour qui, comme vous l'avez dit. Pour terminer, Johanna, le nouveau tome de 50 nuances degrés qui est déjà en tête des ventes aux États-Unis. Oui, sa sortie est pourtant prévue le 18 juin prochain et déjà le deuxième tome donc de 50 nuances degrés s'est hissé en tête du classement des préventes sur les sites américains Amazon et Barnes & Noble. Pourtant, il ne s'agit même pas de la suite du premier volet, mais simplement de la même histoire vue par l'autre protagoniste du roman. Sympathique, merci beaucoup Johanna et à demain. À demain. Et c'est tout pour cette édition, merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient demain sur i24 News, gros plan notamment sur l'économie turque à quelques jours des législatives. L'info continue, restez avec nous.